Salut à toi et bienvenue sur le podcast Dax Open. Ici, tu peux écouter tous les mois une bande de développeurs pros qui parlent sans aucun filtre de leur quotidien dans le monde de la tech. Allez, c'est parti. When I decided to hack you, whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me the one in control. Bonne année. Putain, vous êtes exceptionnels. Bon, salut à tous et bienvenue dans le podcast Dax Open. Alors avant toute chose, on vous souhaite une bonne année 2025. J'espère que les fêtes se sont bien passées. Plein de bonheur bien sûr et de joie. Voilà. Comme toutes les années. Comme toutes les années, voilà. Finalement, on n'est jamais très originaux sur cette partie, mais on est sincères. Peut-être que les autres années, on avait dit des bons projets tech, des trucs comme ça. Ouais, mais plein de bonheur en général, oui, ça suffit, c'est finalement pas si mal, tu vois. Nous, en tout cas, on est contents de reprendre le podcast pour une nouvelle année et de continuer à vous partager un petit peu voilà, tout ce qu'on fait, notre quotidien, avec les devs autour de la table. Vous avez pris des bonnes résolutions un petit peu intelligentes, là. Vous avez des trucs à partager. Comment ça, intelligente ? Parce qu'aller au sport, c'est pas intelligent ? Bah, bien sûr. Ça se tient pas ? C'est parce que ça se tient jamais. Mais c'est juste pour pas que vous disiez de conneries, quoi. Ah, ok, d'accord. Genre, t'avais ça. De type commenter son code correctement, Nathan ? Par exemple. Mais il le fait déjà, Nathan. C'est même pas une résolution pour lui. Arrêtez de dire du mal sur l'IA tous les jours. Utiliser l'IA intelligemment. Ouais. Arrêtez de dire du mal sur PHP. Ah non, ça c'est pas... Non, ça s'arrêtera jamais, ça. Bon, pour démarrer cette nouvelle année en beauté, en tout cas, nous, on a choisi de vous parler du FinOps aujourd'hui. Alors, on va pas se le cacher, dans l'IT, ces 20-30 dernières années, c'est pas vraiment préoccupé des coûts financiers, énergétiques. Ça a été un petit peu n'importe quoi. Il y a eu plein de refontes de projets aussi où on avait, je pense, pas tout... pas toutes les métriques. On a défait plein de choses. Et on a un peu utilisé parfois des ressources... tech, projet un petit peu n'importe comment. Et aujourd'hui, on a vu un peu un contexte, notamment ces 2 dernières années, qui commence à un petit peu bouger. On commence à se préoccuper beaucoup plus de tous les impacts. Et notamment quand on a des choses qui se passent dans le cloud, parce que si ceux qui nous écoutent ont un petit peu des applications qui tournent sur des Azure, AWS, sur GCP, on a vu des factures aussi qui ont augmenté. Et donc, ça permet de se remettre un petit peu en question sur qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas et tout ça. Et c'est pour ça qu'on a choisi de vous parler du FinOps aujourd'hui. Alors, au menu, on va un peu débroussailler déjà qu'est-ce que le FinOps et vous partager un petit peu tout ce qu'on a pu mettre en place en termes de bonnes pratiques pour optimiser un petit peu les clouds. La team du jour, donc vous les aurez peut-être reconnus pour les fidèles. On va avoir Arthur, le JavaScript lover. Bonjour. Nathan, monsieur propre du code. Salut. Et on a Greg, notre grand sage. Bonjour. Greg, je vais te laisser démarrer avec, comme d'habitude, poser les bases. On va poser les bases. Simple, classique. Greg, tu peux nous expliquer ce que c'est le FinOps en quelques mots ? Je ne vais pas tout expliquer. Tu peux nous faire le podcast là maintenant ? Eh ben ça y est, c'est fini. Alors FinOps, c'est à la fois, ça veut dire finance et opération. C'est une contraction des 2 termes. Donc ça veut dire qu'on a de l'argent et qu'on a de l'opération, donc du serveur qui va tourner derrière ou de la ressource ou n'importe quoi qui tourne et qu'on va essayer d'optimiser les coûts de ces ressources qui tournent. Voilà. Le principal but, c'est ça. Certains vont dire c'est juste du pragmatisme, de dire je vais essayer de payer pour ce que j'utilise, pour ce dont j'ai besoin. En fait, derrière ça, il y a plein de choses qui se cachent, c'est-à-dire qu'optimiser ses coûts, notamment sur les clouds publics, c'est pas si simple que ça. On paye à la ressource. Ces dernières années, on a vu la facilitation en fait, de pouvoir dire je prends une ressource, je prends un serveur, je prends n'importe quoi et je l'utilise sur le cloud. Et puis de là, à force, on a commencé à se dire ouais, c'est super, on peut faire plein de trucs. Ça commence à coûter un petit peu cher par contre sur la facture. Et là où le cloud public était un petit peu, où ça s'est démocratisé pour tout le monde, c'est-à-dire que même des devs peuvent facilement aller chercher une ressource, acheter une ressource pour pas très cher. On s'est dit à force de faire ça, en fait, ça commence à coûter cher. On commence à l'utiliser en prod, ça commence à coûter très cher en prod. Et du coup, la contrepartie de ça, c'est d'essayer d'optimiser au mieux ses coûts. C'est pas pour avoir moins dans un premier temps, c'est déjà juste pour payer le bon prix, le FinOps. Faut pas se dire que c'est juste je vais aller taper les promos des serveurs pour essayer de payer moins cher, quoi. C'est pas ça le principe, c'est de se dire je veux payer le bon prix pour ce que je consomme et je veux regarder ma facture à la fin du mois. Et finalement,
pourquoi, à ton sens, on s'en est pas préoccupé, enfin pas tant, ces dernières années? C'est vraiment, tu penses que c'est vraiment le coût de la facture, à un moment donné, qui fait réfléchir? Ouais, il y a le coût de la facture qui fait réfléchir parce qu'on s'est dit, on était on-prem, tout était maîtrisé au niveau de la facture. C'est-à-dire que c'était un budget d'opération, c'était ce qu'on appelait de l'OPEX. On payait, c'était du coût de fonctionnement, on savait combien ça allait nous coûter à la fin de l'année, on pouvait budgéter ça hyper facilement. Et puis là, on se dit, bah maintenant, je vais prendre mes ressources. Et puis, entre ce qu'on avait prévu au début de l'année et ce qu'on a à la fin de l'année, on a fait x100 sur le budget. Donc là, on commence à se dire, c'est bizarre, il y a un truc qui va pas. Et on va commencer à regarder un petit peu, creuser un petit peu où est-ce qu'on va essayer d'optimiser ça. Et puis, il y a un second truc aussi qui fait que ça s'est démocratisé, c'est qu'au départ, le cloud public, c'était très axé R&D un petit peu. C'est-à-dire qu'on commençait, on tâtait un petit peu le terrain, on allait voir ce qui se passait. On prenait des ressources, on utilisait des ressources en se disant ça c'est génial, je le prends en manager, sauf que le manager, ça coûte plus cher qu'une ressource normale. Et là, à un moment donné, on s'est dit, arriver en prod, ouais, pour faire tourner une infra de prod, ça commence à coûter quand même vraiment très cher. Si on reporte le même modèle que ce qu'on avait avec des VM qui sont là tous les jours, qui tournent en continu, mais qui coûtent le prix de quelque chose où on sait que l'hébergeur va nous facturer ça en continu, donc il va nous faire ce prix-là, de se dire j'ai acheté un serveur pour toi, je sais combien ça va me coûter, tu sais combien ça va te coûter, etc. Et donc là, en prod, on se dit, ouais, la facture explose, faut commencer à regarder et faire quelque chose, quoi. Et le terme FinOps, tel que tu l'as expliqué, quand on fait un peu 2-3 recherches là-dessus, on va tout de suite sur, tu vois, GreenOps, qui est tout de suite associé. Est-ce que ces deux termes vont forcément de pair? Est-ce que c'est juste un mot à la mode? C'est 2 mots à la mode, hein. On va pas se mentir. C'est 2 mots qui sont pragmatiques à la base, où on va se dire essayer d'économiser de l'argent, enfin c'est pas tabou, quoi. On peut économiser de l'argent. Et puis essayer de consommer moins d'énergie. Pour la partie GreenOps, c'est pareil, ça paraît logique à partir du moment où on s'en préoccupe un petit peu, quoi. Et puis à partir du moment où tu fais du GreenOps, ça va impacter ton FinOps aussi, parce que si tu économises de l'énergie, ça veut dire que tu économises de l'argent aussi. C'est ça, dans les deux sens, en fait, les deux s'impactent. Ils vont Voilà. pas forcément ensemble, c'est-à-dire que ça va pas être porté par les mêmes personnes dans une entreprise. Le FinOps, c'est finance, ça va être la DAF qui va s'en occuper, donc c'est vraiment pure finance. La partie GreenOps, ça va être un petit peu plus pôle RSE, on va dire, service RSE. Donc selon qui va s'en occuper, ils vont avoir des aspects différents, mais les deux se rejoignent forcément, comme disait Arthur. Si on utilise moins de ressources, on va consommer moins d'énergie, on va payer moins cher. Voilà. Après, le GreenOps, je pense, va plus loin que la partie FinOps, c'est-à-dire qu'optimiser les coûts, c'est facile. Optimiser la partie consommation d'énergie, ça peut aller encore plus loin parce qu'à coût équivalent, on ne va pas avoir forcément le même impact environnemental. Tu parlais de qui gère quoi? Le FinOps, donc, c'est géré par les DAF, principalement. Alors, c'est géré par les DAF. C'est drivé par les DAF. Après, c'est drivé par les géré DAF. par des techniciens, enfin des Techniquement, gens techniques. oui. Après, les études se font un petit peu en parallèle parce que la DAF va dire justifie-moi ce coût-là, Oui. ce coût-là, ce coût-là, va mettre en comparaison les prix, forcément. Donc la DAF, qui est un petit peu directeur là-dessus des opérations, techniquement par l'IT, c'est eux qui ont la main quand même là-dessus. Et puis, dernier acteur, mais pas des moindres, c'est le métier. C'est-à-dire que si on parle FinOps, on va optimiser peut-être le coût des serveurs, faire des actions dessus. Par contre, côté métier et fonctionnalité, à un moment donné, il va falloir aussi y penser et se dire, cette fonctionnalité-là, est-ce qu'elle a besoin d'être présente tout le temps? Est-ce qu'on ne peut pas juste créer une ressource pour cette fonctionnalité-là quand on en a besoin, c'est-à-dire une fois par mois? Typiquement, la finance, ils vont très bien comprendre que leur calcul de fin de mois, ils vont le faire une fois à la fin de mois, ils n'ont pas besoin d'avoir une ressource qui tourne tout le mois pour le faire, quoi. Finalement, arriver sur de la rationalisation et se reposer les vraies questions du pourquoi est-ce que tu utilises quel truc Ouais, c'est tout ça. le temps et faire au mieux, quoi. De toute façon, la meilleure approche du FinOps, c'est juste de ne pas faire les choses. Si on ne fait pas, ça ne coûte pas Ça l'argent. coûte pas. Totalement. Parce qu'aujourd'hui, si tu rappelles un peu le mode de facturation un peu du cloud, et notamment des gens américains tels qu'un Azure, un AWS, finalement tu payes au service. Alors, C'est pire que ça. Même pire. ouais, c'est hyper compliqué. C'est-à-dire que quand on veut de la ressource, on va payer alors soit le service, comme tu dis, mais derrière le service, en fait, il va y avoir la ressource qui va être consommée potentiellement par le service.
Ça va être très général, hein, parce qu'en fait, chaque service est différent, chaque cloud provider est différent. Et puis en fait, il y a tellement de coûts cachés que Voilà. c'est ça qui fait que ça en est devenu une discipline de faire du FinOps, parce que il y a des coûts réseau. Si on prend juste un stockage de fichiers, il va y avoir le nombre de fichiers stockés, les entrées, les sortants. Si ton stockage il doit être accédé rapidement, pas rapidement, il y a en fait le moindre service va avoir plein de coûts cachés. Et donc même si tu utilises un calculateur sur Internet pour faire tes prévisions, tu vas dire bah j'ai 1 Tera à stocker, sauf qu'en fait tu n'avais pas prévu que ton Tera il allait être sorti et re-rentré 3 fois dans l'année. Et en fait ça va te coûter 10 fois plus cher parce que c'est ça qui coûte cher, etc. En fait, déjà, il y a ce que tu peux chiffrer, comme le disait Arthur, Ouais. qui est super complexe. Et après, c'est comment tu le chiffres. C'est-à-dire qu'en fait, les métriques qu'on va te demander pour essayer de précalculer ce que ça va te coûter, bah, tu les as pas forcément. C'est-à-dire que rien qu'une base de données, quand on va te dire bah, la base de données, comment tu vas la sizer pour essayer d'estimer combien ça va te coûter, bah, rien que ça, en fait, tu l'as pas. Le projet est nouveau, il n'est pas encore utilisé. Tu as estimé grosse maille ce que ça va utiliser. Mais bon, tout le monde sait qu'en prod, t'as plein de surprises quoi, sur Surprise. l'utilisation. Alors, ça peut être dans le bon sens ou dans le mauvais Ouais, sens, ouais. mais c'est super dur à faire et c'est super dur à estimer. C'est pour ça que la partie FinOps, elle va se faire tout au long du projet. Donc, elle va être pensée, comme le disait Nathan, sur la partie métier, de se dire, cette fonctionnalité-là, j'en ai réellement besoin ou pas. On va essayer de pousser vers le fait que non, finalement, on va peut-être s'en passer, on va le faire autrement et ça va être un peu moins coûteux. Mais de se dire, après ça, une fois que le projet est en prod, qu'on a essayé de tailler un peu dans la fonctionnalité ou du temps d'utilisation de la fonctionnalité, comment on peut optimiser au mieux les ressources, soit en les arrêtant, soit en essayant de les réduire au maximum ou de les réduire à certaines périodes de la journée ou du mois ou de la semaine ou de l'année, etc. Et ça vient typiquement effectivement du coût du cloud public qui a cassé un petit peu le système de coûts qu'on avait avant, où les coûts sont de plus en plus complexes, je crois qu'ils ne simplifient pas, mais tu ne payes pas forcément à la ressource en disant je veux prendre cette ressource et je la paye. C'est-à-dire qu'en fait, le cloud public s'est dit vous avez la possibilité de payer autant d'utilisation pour le faire au mieux. Utilisez votre ressource, arrêtez-la la nuit quand vous ne l'utilisez pas, arrêtez-la quand vous n'en avez pas besoin, enfin, nuit ou autre, quoi. Donc il y a ce premier mode de fonctionnement. Et après, ils ont un mode de fonctionnement où, sur certaines ressources, on va pouvoir dire je veux, en quelque sorte, provisionner ma ressource. C'est-à-dire dire je vais utiliser cette ressource pendant 1 an. Je m'engage à l'utiliser pendant 1 an. Donc là, à partir de ce moment-là, on se fout royalement de se dire je l'arrête ou je l'arrête pas. Elle va nous coûter le même prix. C'est là où il va y avoir une différence aussi entre FinOps et GreenOps. C'est-à-dire que FinOps, ça va me coûter moins cher. GreenOps, en fait, je le consomme toute l'année. Donc, il y a un petit delta. Et il va y avoir aussi d'autres types de fonctionnement en disant, sur certains types de ressources, je vais m'engager à payer 5 000 € par an. Donc là, soit on se dit on provisionne au type de ressources, au nombre de ressources qu'on utilise, soit sur un coût global. Et sur ce coût global, on va avoir des rabais sur ce qu'on consomme. Donc, c'est ces différents modes de facturation où là, on va faire jouer le FinOps, on va essayer d'analyser, de calculer entre quelque chose utilisé à l'heure ou à la minute, quelque chose de provisionné sur une année, ce qui va nous coûter le moins cher. Sachant que globalement, plus tu provisionnes longtemps et plus tu payes en avance, moins c'est cher. Je crois que sur AWS, la différence entre payer à la minute, entre guillemets, et payer 3 ans en amont et tout upfront, donc tu payes tous tes 3 ans d'un seul coup, c'est genre x10 le rapport. Mais du coup, pendant 3 ans, tu as ta VM et tu pourras pas la modifier et tu pourras pas. Enfin, tu l'as déjà payé en fait. Ah, ils sont sympas, ils te laissent la possibilité de D'upscale. l'upgrader. Ouais. En remettant un petit billet Voilà. du coup. Oui, bah ça coûte plus Mais, cher. mais si vous êtes sûr que votre appli va tourner pendant 3 ans, c'est un gros gain de coût. Surtout, en fait, on va pas être impacté par la montée des prix également, non? Je sais pas comment ça marche ça. Dans tous les cas, tu payes ta ressource au prix où ils te la mettent, donc ils vont te l'augmenter forcément. Mais du coup, ils te refont facturer. Après, ils Parce augmentent que si tu rarement mets le tout prix. upfront, Ils augmentent rarement le prix des instances. En fait, Ils font des les nouvelles changent, instances. ils font des nouvelles Ouais. versions, donc ils en profitent pour te les monter souvent, et ils puis font virer des les T4 anciennes. qui sont mieux que les T3, mais du coup, elles sont plus chères. Mais du coup, tu as intérêt à avoir une stratégie. Enfin, en termes de stratégie, tu as intérêt à poser le truc, à avoir poncé un peu. Enfin, je veux dire, si t'es pas expert dans ces trucs-là, c'est un peu compliqué d'optimiser en fait. Hein, Alors, à un moment il donné, y a des non trucs qui sont vraiment terre à terre. Hein. Enfin, je Ouais. veux dire, Éteindre la nuit. ouais, le gros du gain, en fait, si on y réfléchit un tout petit peu, sans se pencher dans comment on va calculer le coût de ça et ça, je veux dire, 80% du job est fait facilement en y réfléchissant. Ok. Après, les 20% restants, ouais, il va falloir aller gratter, modifier plus, changer plus de choses, et là, ça va être plus compliqué.
Mais en gros, tout le monde, en regardant son appli, enfin, toute sa structure applicative, Il peut va faire pouvoir assez optimiser rapide, pas mal et ouais, faire un peu mieux que juste de dire je lance ma ressource, elle tourne toute la vie et je l'ai sizé comme un bourrin parce que je voulais que ça tourne, quoi. Avant qu'on reparte un peu sur le côté pratique, vous, avec les différents clients que vous avez, vous trouvez que c'est un sujet qui est animé, qui est porté, qui est d'actu chez les clients, ou c'est encore un petit peu loin, cette partie optimisation? Moi, j'ai vraiment 2 types de clients. Il y a ceux qui sont aux pièces. Il faut leur faire un budget. Si c'est à 3 € près, ça crie. Et il y a ceux où ils s'en foutent royalement, que ça coûte 100, 200, 500 €. Donc je pense qu'en fait, ça dépend peut-être de la taille de l'entreprise aussi, de l'affinité qu'ils ont avec l'IT, est-ce qu'ils ont l'ordre d'idée de combien ça peut coûter des serveurs. Mais on m'a jamais demandé d'optimiser les prix après. Souvent, une fois qu'ils savent les prix qu'ils doivent payer, c'est acquis pour eux et ils essayent pas d'optimiser. Mais je pense qu'ils savent pas non plus que c'est optimisable, entre guillemets. Après, moi, je me dis que à force du temps, on a également fait des prestations de FinOps, ce genre de choses. Nous-mêmes. En fait, on pense l'architecture dès le départ en se disant on va essayer de payer le moins possible. Oui, Donc, bien sûr. on peut toujours en optimiser, mais en fait, la base qu'on propose, normalement, est quand même déjà plutôt bonne. Donc, je pense que le plus difficile, c'est de réussir à se caler avec le client sur la valeur qu'il apporte aux choses et à quel point il est prêt à payer son SI et si jamais ça ne correspond pas à ce que nous, on peut faire ou pas faire. Ok. Si on parle un peu côté pratique, si ceux qui nous écoutent, bah, voilà, ils ont des applications SI et tout ça, et qui veulent s'attaquer à ce morceau FinOps à optimiser, finalement, comment est-ce qu'on démarre, quoi? C'est quoi les grandes étapes, si on rentre un petit peu, si on veut mettre ce sujet au bout du jour dans la boîte? Première étape, c'est regarder sa facture. Et se dire c'est trop cher. C'est trop. Ah, mais qu'est-ce qui est trop cher? Et C'est qu'est-ce qui est difficile trop aussi. cher? Moi, je le vois vraiment comme un audit de performance où en fait, tu regardes là où c'est le plus lent, tu optimises et après, tu réitères à chaque fois jusqu'à avoir quelque chose qui te Donc, c'est convient. le plus cher. Et du coup, tu regardes ta facture là où c'est le plus cher, tu optimises si tu peux et tu fais ça un peu tous les mois et au bout d'un moment, tu auras quelque chose où tu seras satisfait. Ouais, Nathan a raison sur le fait qu'il faut regarder là où c'est le plus cher. C'est-à-dire que si on a une facture de 3 000 € et qu'on regarde pour gagner les 2 €, ça se trouve, on va les gagner, hein, mais ça n'a aucun intérêt. Alors que la base de données qui va nous coûter 600 € qui est répliquée dans le monde entier pour pas grand-chose et qu'on n'en a pas l'utilité, bah là, il faut regarder un petit peu plus et c'est là qu'on va vraiment gagner, quoi. Il y a des trucs qui sont monstrueux dans le cloud, hein. Enfin, les bases de données, c'est un truc qui coûte déjà cher de base, par exemple. Faut se poser la question par rapport au métier, justement, et par rapport au SLA que veut le métier. C'est-à-dire qu'une base de données, ça va être un exemple très concret, si je veux qu'elle ne s'arrête jamais, qu'il n'y ait jamais de coupure de service, etc., il va falloir qu'elle soit répliquée, donc ça va me coûter 2 voire 3 fois le prix de la base de données classique, entre guillemets, pour qu'elle puisse être remontée dans les 5 minutes, qu'elle puisse marcher dans les 5 minutes. Si on se dit, il nous faut 4 heures, on s'autorise 4 heures après rupture du service pour pouvoir le remonter, on a largement le temps de remonter un backup et la base de données, elle coûtera 3 fois moins cher. Donc en fait, les SLA qu'on veut sur une appli conditionnent très fortement l'infra qu'on va mettre en place derrière. Et ça, c'est un des premiers trucs à optimiser, par exemple. Et puis, les cloud providers publics, c'est pas des associations. Donc, quand vous créez globalement une instance ou n'importe quel service, il va vous mettre souvent le truc le plus optimisé pour avoir le meilleur SLA. Et du coup, il va vous redonder ça 3 fois. Et en fait, vous allez juste cliquer sur créer. Et en fait, ça va être 5 fois plus cher que ce que ça pourrait être si vous optimisiez. Donc ça, il faut faire attention si on est débutant dans la création de ressources. C'est bien regarder à ce que votre base de données ne soit pas redondée dans tout le monde entier parce que vous n'en avez pas forcément besoin. Est-ce que votre CloudFront, il n'est pas non plus redondé partout? Enfin, il y a plein d'options à faire attention. Et lui, souvent, le cloud provider vous met quasiment la plus chère dès le début. Et il est là-dessus, moi j'ai une bonne astuce, c'est que souvent les cloud providers, lorsqu'on crée un compte, ils offrent des parties, je sais pas comment appeler ça, mais le free tier. Les free tiers, ouais. Et en fait, à chaque fois, tout ce qui est compris dans le free tier, en général, c'est la ressource la moins chère possible. Et en fait, regardez ce qu'il y a dans les free tiers pour savoir qu'est-ce que vous pouvez cliquer comme ressource avec le moins de choses possible, et après rajouter ce dont vous avez besoin. Et en fait, comme ça, vous partez du moins cher pour aller sur le service dont vous avez besoin et non pas l'inverse. Puis même quand vous regardez des bonnes pratiques d'AWS sur les infras, ils vous disent de faire des trucs hors de prix qui est redondé dans 3 zones différentes, dans 3 pays différents. J'ai jamais vu un client demander ça parce qu'en fait, ça va coûter 6 fois plus cher. Tout ça pour éviter d'avoir tout ça pour avoir 10 minutes de downtime au lieu d'1 minute.
Donc c'est, enfin, à l'inverse, 1 minute de downtime au lieu de 10 minutes. Mais en fait, eux, ils essayent de vous pousser, entre guillemets, vers le plus cher. Ils essayent de vendre leurs produits. Mais je sais que maintenant, ils font des efforts un peu. Ils ont pas mal d'outils pour justement calculer les ressources qui sont mal utilisées, qui sont oversizées, qui sont, où ils vous proposent même, souvent en quelques clics, de réduire des serveurs, etc., pour économiser. Donc je sais qu'ils essayent, je sais pas si c'est le côté un peu green qui essaye de pousser un petit peu en même temps. Ouais, mais il y a Ils sont pas c'est mal vrai améliorés sur ça. Ouais, AWS ou Azure, GCP, je connais moins, mais ils Ouais. ont pas mal d'advisors sur la partie consommation, facturation. C'est-à-dire qu'ils ont des cost explorers qui sont assez bien foutus, qui sont par service, qui peuvent dire par service ce qu'on consomme, etc. Pas en temps réel, mais en quasi temps réel. Après, ce qui est important aussi, c'est de taguer ses ressources, que ça permet aussi de voir par tag les consommations qu'on va pouvoir avoir et on va pouvoir faire une analyse plus fine. Mais déjà, rien que par là, sans aller dans des outils qui sont souvent assez chers en plus sur ce genre de trucs-là, ou alors même sans les outils poussés des cloud providers, parce qu'ils ont aussi leurs propres outils qui poussent et qui sont la plupart du temps payants, plus on va avoir du data, plus c'est cher. Alors, rien que par là, ouais, on peut faire 80% d'économie super facilement, quoi. Et ça va, on a de la chance, la consultation de la facture est toujours gratuite. Pour l'instant. Et, côté, ce que j'allais dire, vous êtes assez averti et ça fait un certain nombre d'années que vous faites du développement. Est-ce que parce que le développeur, finalement, lambda, il a un impact quand même sur ces choses-là. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens sont... Enfin, comment est-ce qu'on s'y prend pour... Enfin, est-ce que c'est de la formation pour informer ou est-ce que les gens nativement pensent à optimiser un petit peu ce qu'ils font? Bah, c'est un peu les deux. Je pense qu'il y a un peu de formation sur le fait que utiliser une ressource, il faut juste se dire que même si elle est mise à dispo hyper facilement, elle n'est pas gratuite derrière. Et ça, parfois, on s'en rend pas vraiment compte. C'est-à-dire qu'on va prendre un bout de truc, un bout de ressource, ouais super, il y a ça en manager, je le prends, c'est génial. En fait, j'ai pris un truc en manager que je peux jamais arrêter de la vie. Donc, Ça aura des impacts après, énormes derrière. ça aura des impacts énormes Puis même derrière. quand tu regardes les prix des ressources, souvent ils mettent à l'heure et du coup tu es en mode mais ça coûte 5 Ça coûte centimes, que dalle. c'est rien du tout. Sauf qu'en fait 5 centimes sur 720 heures, qui est le nombre d'heures dans un mois, en fait ça vous fait des factures qui peuvent monter. Et après, je sais pas si c'est le dev qui a vraiment un impact là-dessus. Tu vois, c'est là où c'est FinOps, c'est vraiment l'Ops. Donc, on va dire, soit celui qui exploite, soit l'expert technique, soit l'archi qui va concevoir la solution. C'est à lui de se poser les questions, d'architecturer les services comme il veut et de se dire, ah bah, cette fonctionnalité-là, on va l'utiliser comme ça, on va mettre telle ressource derrière. Celle-ci, on la fera pas comme ça, on la fera différemment. Ça, je vais discuter avec le métier pour essayer de remodeler un peu en leur disant que ça va vous coûter quand même 100 fois moins cher. Donc, le dev, je pense qu'il n'a pas un gros impact là-dessus. Enfin, c'est pas lui qui a le plus gros. Ouais, c'est pas lui qui a le plus gros, quoi. Ça va être peanuts, en fait, ce qui va faire gagner sur la facture à la fin du mois. Mais il peut quand même casser beaucoup de choses. Oui, il peut exploser la facture, Parce mais que- c'est pas lui qui va la faire réduire. Non, mais moi je le vois plus dans le sens où la plupart du temps on paye à la consommation, donc si notre application prend moins de RAM et moins de CPU, bon, on va payer moins cher. Moi je le vois surtout là-dessus et aussi sur la partie utilisation des services. Il y a plein de services qui sont utilisés par le développeur directement, donc récupérer un fichier quelque part, etc. Où en fait on va avoir des coûts associés à cette récupération de fichiers. Et en fait, si c'est fait beaucoup trop de fois alors qu'on n'a pas besoin, ou si l'usage des services est mauvais au niveau du développement, en fait ça va avoir un impact sur les coûts. Donc c'est pas la couche en effet qui va avoir le plus d'impact, mais si c'est mal fait, en fait, il y a des choses qu'on va devoir faire au niveau du développement pour le corriger. C'est pas que de la configuration d'infrastructure non plus. Notamment sur le serverless. Je pense que c'est un des pires trucs où tu peux faire des boucles au niveau serverless sans t'en rendre compte hyper facilement et avoir des factures qui explosent en 2 jours, quoi. Oui, puis vu que tu payes à la seconde, c'est là où il faut vraiment gratter la seconde. Ouais, c'est ça. Donc, Mais j'ai cru voir passer sur AWS un outil que eux directement proposent en disant bah si ça est appelé 3 fois dans une sorte de boucle, il bloque. Il bloque. Ah oui. Je sais pas si ça marche parce que si je m'en sors bien, normalement j'ai pas de boucle. Mais normalement ils ont l'air d'avoir fait quelque chose pour. Dans le cas, donc, à vous écouter, c'est vraiment quelque chose qui va se passer, côté archi-projet dans un premier temps, quand tu montes un nouveau projet, et il faut penser à ses coûts directement. En revanche, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, qui ont déjà des applications qui tournent et où tu viens de faire de l'opti, c'est des choses, ça se passe comment vous faites un break direct en se disant bah, il faut changer tout ça, ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait finalement qu'au fil de l'eau parce que c'est des charges assez conséquentes? Je ne me rends pas compte un peu combien de temps j'imagine que ça dépend des applis, combien de temps ça prend pour optimiser tout ça, mais est-ce que c'est des trucs sur des temps très longs
Ou est-ce que tu peux te dire, allez hop, je me prends 10 jours et j'optimise pendant 10 jours toute une infra, quoi. Bah, tu as plusieurs phases. Tu as une phase où tu vas déjà auditer en quelque sorte. Tu vas essayer de voir ce qui prend le plus, ce qui prend le moins, Quand etc. on disait, tu regardes la facture et De cette partie d'audit, tu vas sortir comme un audit classique de n'importe quoi, hein, de code, de perf, tu vas sortir des solutions court terme, moyen terme, long terme. Donc tu vas peut-être avoir des courts termes qui vont te faire gagner 80% du truc, des moyens termes 15% restants et des longs termes 5% restants. Ça dépend d'où tu mets tes impacts. Si tu mets des impacts sur la partie allocation de ressources, sizer correctement tes trucs, éteindre des choses la nuit, ça se met super vite en place, quoi. Après, tu as des moyens termes où il va falloir que tu aies un peu d'impact, c'est-à-dire que tu vas peut-être changer tes méthodes de déploiement ou déployer autrement tes services, les faire tourner autrement. C'est des choses qui n'impactent pas trop la partie code et la partie fonctionnelle. Tu peux les faire, ça prend un peu plus de temps, il faut retester, il faut changer les infras, etc. Il faut que ça passe tous les stages de dev, QA, pré-prod, prod, etc. pour ceux qui ont des milliers d'environnements différents. Et après, tu as la partie métier, où là, on va peut-être identifier des trucs. Parfois, ça peut être énorme. On va peut-être identifier des trucs et dire, là, ça va être du dev, donc c'est du dev qui est engagé, donc c'est forcément plus long. Faut peut-être réétudier avec le métier la façon de le faire. Donc voilà, t'as des trucs, donc ça peut durer, c'est pas des projets qui durent 2 ans, quoi. C'est-à-dire que si tu optimises tes coûts financiers et que tu mets 2 ans à les optimiser, c'est peut-être qu'il y a eu des gens qui ont passé beaucoup de temps dessus pour pas grand-chose, quoi. Mais déjà, faire une première passe, je pense, quand on est un ops, faire une première passe sur ce qu'on consomme, on trouve déjà beaucoup de choses, et beaucoup de choses à court terme, si on s'en est pas occupé avant. Sûr, quand on s'en est déjà occupé avant, et puis c'est ce qu'on disait, nous, on a un peu cet ADN-là de faire gaffe à ce qu'on consomme. On est un peu des écureuils de la caisse d'épargne, quoi. On fait gaffe et on veut garder nos noisettes. Donc du coup, on fait déjà gaffe. Donc arriver à trouver les points d'optimisation, c'est plus compliqué, ça prend plus de temps et puis on va pas gagner grand-chose. Si on a un SI qui est énorme, qui a été foutu sur le cloud public en se disant on s'en fout de ce qu'on paye, sans réfléchir, on va tout migrer parce que c'est la mode. Ouais, là, ça va être un peu plus long, mais on va trouver des bons gars. Par contre, là, ça va se faire plaisir. Vous avez des exemples sur lesquels vous avez récupéré des SI qui étaient hyper mal foutus là-dessus et sur lesquels vous avez bossé à l'optimisation? Moi, je sais que j'ai déjà eu des sizing de VM qui étaient vraiment fait n'importe comment. Je crois que c'est la seule intervention que j'ai fait sur du GCP, mais c'était resizer toutes les VM et je crois qu'on a vraiment divisé par 4 la facture. On a dû passer de 2000 à 500. Et je crois que c'est celui où il y a eu le plus gros impact que j'ai fait, il me semble. C'est énorme, hein. Ouais. Par mois, hein, donc... Ouais. Oui, du coup, ça fait des belles... Après, nous, on a aussi pas mal travaillé sur notre infra. C'est ma tante aussi qui a travaillé dessus. C'était plus du moyen long terme, mais c'était aussi une grosse économie. Ce qui nous a fait beaucoup gagner sur notre infra, c'était déjà rien que tout bête, mais l'éteindre la nuit. En fait, on a plein de coûts qu'on enlève, donc pas tous, mais une grande partie. Et la mutualisation des services. On a tout mis sur un cube et ça fait qu'on on utilise les mêmes VM pour des applications différentes. Et en fait, là-dessus, on a pas mal gagné. Tu te rappelles de l'ordre de grandeur un peu? Plus trop, parce qu'en fait, ça s'est vraiment fait au fil. Ça s'est fait sur plusieurs années. Ouais. Divisé par 2, c'est pas impossible, je crois. Il me semble que c'était 50%. Un truc dans le genre. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que le samedi-dimanche, en fait, c'est 2 jours. En fait, oui, c'est ça. Puis même la nuit, tu t'éteins de 20h à 8h, ça fait déjà un tiers, même plus d'un tiers de la journée. Je sais qu'il y a eu beaucoup de choses là-dessus et 2-3 trucs de config, mais en fait, pour être honnête, on l'a fait il y a quand même quelques temps. Oui. Donc mais ça passe aussi par des choix, hein, parce qu'on s'est posé la question de est-ce que si on arrête le soir à 21h, ça va poser des problèmes? Est-ce que si on arrête le week-end, ça pose des problèmes? Alors, il y a certains qui vont dire ouais, mais moi, mes notes de frais, je vais pouvoir les faire le soir quand je rentre à l'hôtel. Oui, mais moi, j'aime bien pouvoir me connecter le week-end. Voilà. Donc voilà, ceux-là, soit on trouve une solution pour qu'ils puissent... non, mais soit on les raisonne un petit peu en leur disant tu vas bosser en fait pendant tes jours de travail. Soit pour certaines choses, certaines opérations, de temps en temps, on est obligé de lancer manuellement un bout d'infra et on se laisse la possibilité pour certains de pouvoir lancer un bout d'infra manuellement le week-end et de l'éteindre après parce qu'on peut avoir ces besoins-là. Mais bon, tu vas te dire, on va faire la règle commune, sur le cas le plus... Oui. Et en vrai, 99% des gens n'ont pas... Enfin, en tout cas, 80... sur les applications Alors chez internes, nous, 99% des gens sont capables d'attendre le lundi matin pour faire le week-end. Après, oui, ça dépend du métier, des applications qui tournent. Tu peux pas... Moi, je sais que là-dessus, je pense qu'on peut avoir vraiment un bon hybride sur la partie infrastructure. Donc, c'est assez hypothétique parce que c'est
pas toujours possible de le mettre en place, mais c'est plus sur la partie switcher sur un mode un peu serverless. Ce que je veux dire par là, c'est que la plupart du temps, on peut héberger des conteneurs par des services, soit sur AWS ou Azure. Et moi, ce que j'imagine, c'est de me dire qu'on peut scale le conteneur à 0 quand on ne l'utilise pas, mais offrir la possibilité qu'il s'allume lorsqu'on le demande. C'est-à-dire qu'on arrivé, je sais pas, à 21h, toutes nos applications s'éteignent. Mais si moi, je me connecte sur mon site, en fait, ça va démarrer l'application. Ça va être beaucoup plus lent la première fois que je vais arriver dessus. Mais ça va le démarrer, ça va l'éteindre quand je ne l'utiliserai plus. Et je pense que ça, c'est un niveau de prestation qu'on va sûrement de plus en plus pouvoir faire à l'avenir. C'est pas toujours techniquement possible, surtout sur des applications qui n'ont pas du tout été pensées comme ça. Mais de pouvoir switcher un peu de mode d'infrastructure en fonction de l'heure qu'il est et ne pas payer, mais ne pas avoir un niveau de service différent. Je pense que c'est des choses qui vont pouvoir se faire pas mal dans le temps. Vous y croyez ? Oui, je c'est pense. déjà possible Ouais. actuellement, c'est juste que faut le mettre en place, c'est peut-être un peu complexe et ça fait aussi. Nous, je pense pas qu'on en ait le besoin actuellement, donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on l'a pas fait, mais si on avait besoin, on aurait pu le faire facilement. Non, mais c'est des choses qu'on fait sur certaines applis. Enfin, tu as des applis à des fois qui permettent de paramétrer d'autres choses. Bah, ces applis-là, elles sont utilisées une fois par semaine par une certaine population. Et ben, tu leur expliques et ils prennent le coup de main d'aller sur une interface, de lancer le truc, d'attendre 5 minutes, et puis après, ils peuvent l'utiliser, quoi. C'est l'image du four, hein. Quand tu as un four chez toi, tu le laisses pas allumer toute la journée, toute la nuit pour pouvoir faire cuire un plat de temps en temps, quoi. Donc là, c'est pareil, en fait. Bah, finalement, de ce que j'en comprends, c'est plutôt... c'est beaucoup de pédagogie. Enfin, c'est de remettre des règles peut-être en place et de se dire qu'il y a un... C'est comme... J'avais l'analogie un peu des sites, finalement, où tu peux commander à n'importe quelle heure. Finalement, une boutique, elle n'est pas ouverte 24/24, quoi. Et, faut revoir les mentalités, parce qu'on a été habitué à tout de suite. Tout de suite et maintenant. Et vraiment, on n'est pas obligé. On va pas en mourir, donc c'est pas vital. Sauf pour certains cas. Là, la vision, elle est dans l'autre sens. C'est-à-dire que la boutique qui est ouverte tout le temps, ils vont se dire, ouais, on va potentiellement perdre une vente quand c'est pas ouvert. Ouais. Là, c'est potentiellement, on va gagner de l'argent. C'est un peu différent comme approche, quoi. Encore, oui. Okay. Vous avez vous avez partagé quand même pas mal de bonnes pratiques. Vous avez des points de vigilance sur les gens qui veulent qui se mettent un petit peu sur ce sujet FinOps. Est-ce qu'il y a des risques, je sais pas, de se perdre, par exemple, ou de s'attarder peut-être tout à l'heure sur le pourcentage, le tout petit pourcent qui sert à rien. Alors, vous avez quoi un peu comme conseil là-dessus ? C'est moi toujours ça, le rapport gain potentiel par rapport au temps passé. Bon, après, c'est pas inintéressant, mais si c'est refacturer un client, on va peut-être pas passer 15 jours pour gagner 2 centimes. Mais surtout ce rapport-là, également, j'en avais 2 en tête, mais je l'ai oublié. Bon, il va revenir, c'est pas grave. Non, mais bénéfice-investissement, c'est pareil, c'est ce qu'on fait dans les audits, c'est bénéfice-investissement. C'est-à-dire que si on voit tout de suite le potentiel, c'est qu'il y a quelque chose. S'il faut creuser dans le truc et se dire, attends, il y a peut-être quelque chose là caché tout au fond, mais je vais essayer de gagner sur 100 € sur une facture de 4000, ça vaut peut-être pas le coup. Creusez d'abord les trucs qui sont essentiels. Mettez-vous une limite aussi de temps et du coup de budget pour pouvoir faire ces actions-là. Et à partir de là, travailler sur un temps fini. Ça permet de se focaliser sur les vrais sujets et pas sur les trucs. Parce qu'on peut passer sa vie à regarder une facture cloud public. Hein. Pas vraiment, mais vraiment, réellement. C'est très précis en plus. C'est hyper précis. Tu peux creuser dans des métriques, tu peux regarder à la minute ta consommation. C'est assez violent. Donc après, c'est surtout de la perte de temps, mais il y en a certains qui se font plaisir avec ça. Enfin, moi, j'en connais qui adorent regarder ça, qui adorent faire ça, optimiser et puis gagner le moindre euro, quoi. Ouais. Mais bon, on perd plus de temps à chercher l'euro qu'à le gagner, quoi. Puis il y a aussi des actions toutes bêtes. Je prends un exemple, mais sur AWS, si vous allouez une adresse IP et que vous l'utilisez pas, vous la payez. Vous la payez que si vous ne l'utilisez pas. Ce qui peut être bizarre dit comme ça, mais c'est pour éviter le gaspillage, entre guillemets. Et du coup, des fois, on se retrouve à juste éteindre une VM et pas supprimer son IP alloué. Et en fait, on se retrouve à payer 5-6 € par mois pour rien. Et donc ça, c'est le genre d'action où ça prend une demi-seconde à faire et vous allez gagner, si vous avez 10 IP, vous allez gagner 50 € par mois. Ou des VM qui sont supprimées, enfin qui sont éteintes. Même les backups, quand vous supprimez une VM, des fois, ils ne suppriment pas ces backups. Et ben en fait, si vous êtes sûr que vous n'avez plus besoin des backups, vous supprimez les backups, vous allez gagner, etc. Parce qu'en fait, tous ces coûts, ils sont redondants tous les mois, c'est pas juste une fois. Donc il y a plein d'actions que vous pouvez faire en fait sans même repenser l'archi ou sans même repenser le métier, qui sont juste déblayer un peu son cloud provider, quoi. Après, là, on s'est focalisé sur la partie environnement de prod, on va dire, et vrai ops. Le premier truc à faire, au-delà de ça, c'est quand on a plusieurs types d'environnements sur son cloud public, s'il vous plaît, éteignez les environnements de dev et de recettes, quoi. Enfin, ça sert à rien que ça tourne tout le temps.
Donc déjà, ça, c'est un gain qui est phénoménal parce que souvent, on se retrouve avec des infras où on a quasiment un ISO prod en recette. Ça coûte quasiment aussi cher que la prod. Donc rien que le fait de l'arrêter, lui, quand on n'en a pas besoin, on a des gains qui sont phénoménaux. Puis surtout maintenant avec tout ce qui est Ops, enfin DevOps, etc., tout le CICD, on peut l'allumer au moment où on le déploie, la laisser allumer pour la phase de recette et la rééteindre derrière. Ouais. Enfin, c'est tout C'est facile. automatisé. C'est facile. C'est ouais. facile. Pour clore un petit peu le sujet, à moins que Nathan, Nathan je a crois qu'il a retrouvé. une Exactement. imitation. Nathan a retrouvé. Il l'a. Non, c'est assez basique. Hein, je l'ai peut-être un peu trop hype. Ah, mince. Non, mais c'est bien comprendre ce qu'on fait. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut voir un peu des tips à droite à gauche sur comment gagner de l'argent. Enfin, pas comment. Comment On en voit gagner de beaucoup, ceux-là, l'argent. C'est un short. Comment j'ai gagné 200 000 € en 3 jours? J'ai peut-être un peu dérivé. Non, c'est surtout comment économiser facilement avec des configurations, sauf que rarement ils expliquent les impacts que ça a de changer telle ou telle configuration. Et pour moi, le FinOps, je le vois vraiment sur faire un delta entre ce qu'on souhaite avoir comme service et ce qu'on utilise vraiment, et avoir le delta le plus faible possible pour vraiment payer ce qu'on a besoin. Et de bien comprendre ce qu'on fait pour pas enlever un service que finalement on utilisait, de pas enlever une couche de sécurité en fait qu'on voulait, ou ce genre de choses. Je trouve ça assez important, et même pour pouvoir évaluer les impacts que ça va avoir derrière. Je pense à des trucs tout bêtes, c'est par exemple changer l'architecture des serveurs. Potentiellement, on peut avoir un gain parce qu'on va consommer moins. Mais en fait, le fait de changer l'architecture des CPU, ça a un impact sur la façon dont on compile l'application. Et toutes ces choses-là, de bien comprendre ce qu'on fait, de pas faire n'importe quoi, c'est, comment dire, pour moi, c'est pas vraiment une course, c'est vraiment prendre le temps de savoir ce qui se passe. Et surtout d'avoir connaissance de ce qu'on veut utiliser et de pourquoi on l'utilise. Et puis ça peut être dangereux. Si vous avez votre base qui est redondée et que vous dites c'est trop cher, j'annule la redondance et que le jour où elle tombe, ou même les backups c'est trop cher, vous arrêtez les backups, en fait vous pouvez perdre toutes vos données. Donc ouais, c'est important de savoir. Réfléchir avant d'agir. Voilà. ça paraît bête, mais oui, c'est vrai que Ça coûte cher, on le dégage. on a Ça l'habitude servait quand même. on voit plein de tutoriels où juste on copie-colle, où on fait ce qui est écrit, en fait on se rend pas compte et ça peut être dangereux. C'est quand même votre application. Le tutoriel, c'est ChatGPT, non? Maintenant, Il oui. donne des super conseils. C'est ça. Avant de se quitter sur le sujet, j'aime bien faire sortir un peu vos boules de cristal, mais avec tout ce qui se passe, donc et toutes les optimisations, etc., vous pensez quoi vraiment de l'avenir du cloud aujourd'hui? Est-ce qu'on va à un retour de l'on-premise aussi? T'en as un peu parlé parfois. Est-ce que, de plus en plus. Ouais. Est-ce que finalement on se dit on va tout remettre, ce qui implique aussi peut-être des reformations de gens, etc., qu'on a perdu mécaniquement. Il y a aussi un paquet de gens qui n'ont jamais voulu se former sur le cloud Aussi. public. Hein, donc ceux-là vont être contents. aussi. Et du coup, vous en pensez quoi? Pour moi, ça dépend. Vas-y. Ouais, sur la partie cloud public, je pense que là où ça a un gros intérêt, c'est sur la partie R&D, principalement. Je pense que là, ça ne s'arrêtera pas parce que clairement, ça donne des avantages de pouvoir tester, arrêter, etc. hyper rapidement. Et cette agilité, en fait, on l'a pas avec des hébergeurs classiques. Sur la partie coût de production d'une grosse infra en prod, ouais, il y en a beaucoup qui commencent à se poser des questions parce que les factures explosent. Plus on migre de choses sur le cloud public, parce que ça se fait quand même progressivement, les migrations dans des gros SI, plus ça coûte très très cher. Et en fait, là où on pensait sur le cloud public qu'on allait avoir besoin de moins d'ops pour les faire tourner, super, on a des DevOps maintenant, ils savent tout faire, ils font du dev, ils gèrent l'infra, ils sont géniaux. On se rend compte qu'en fait, les profils qu'on avait, ils sont toujours là, au final. Donc, voire même, il en faut de plus en plus, parce que plus on avance et plus les archives se complexifient. Tu as des couches de conteneurisation, tu as des services managés dans tous les sens, donc il faut connaître tous les services managés qui existent. Donc ouais, les archives font plaisir, ils peuvent mettre plein de services, mais au final, il faut les maintenir derrière, chose auxquelles on ne pense pas. Donc il faut du monde derrière. Donc on n'a pas baissé le coût des ops, et on a grave augmenté le coût de l'hébergement. Donc il y a une rationalisation qui est en train de se faire en se disant ouais, mais attendez, moi j'avais mon serveur privé chez mon hébergeur, ça me coûtait quand même 5 fois moins cher. Certes, j'avais besoin de 2 mecs pour les gérer, mais en fait, je les ai toujours, les mecs sous la main. Donc, peut-être que je vais les utiliser. Donc, je pense qu'en ce moment, on est un peu entre les deux, où effectivement, ça coûte très cher. On se dit, mettez du FinOps, faites du FinOps, vous allez voir, ça va vous coûter moins cher. Donc, ouais, c'est un moyen de vendre une prestation en plus, d'amélioration, voilà, de rajouter un truc à acheter. Mais ouais, il y a beaucoup de questions qui se posent autour de nous. Il y a beaucoup de clients qui se posent la question en voyant les coûts. Et puis surtout aussi le fait de ne pas savoir définir exactement le coût qu'ils vont payer à la fin. Enfin, le prix de votre application, de tout ce qu'il y a derrière. On ne sait pas exactement combien ça va vous coûter. Ça bouge. Et ça bouge, voilà, ça bouge, ça évolue.
Ouais. Et souvent, quand on dit ça bouge, ça évolue, c'est super, ça va être scalable. Donc ça, c'est un gros avantage du cloud public. Tout n'a pas besoin d'être scalable, en fait. En réalité, je pense qu'il y a énormément d'applications qu'on fait et qu'on sort. La scalabilité, pour des applis d'entreprise notamment, on s'en fout un peu, parce qu'avant que l'entreprise soit x10 en termes de taille, Voit venir. voilà, On a le temps voit de scaler venir, à la on main. aura peut-être refait l'appli, quoi. Voilà. Donc sur les applis grand public, je pense que ça a toujours beaucoup d'intérêt, de par la scalabilité, de par les services managés qu'on peut mettre derrière, et puis la possibilité aussi de ressources qu'ont les cloud providers publics, s'ils ont quand même des possibilités en termes de ressources qui sont assez immenses par rapport à un privé. Sur la partie entreprise, application d'entreprise, je pense qu'on y repense et on se dit ouais, en fait ça coûte peut-être un peu cher pour ce que c'est là. Vous partagez pense- autour de la table? Moi, je pense qu'il y a deux parties. Moi, je partage ce que dit Greg, mais je voulais rajouter qu'il y a deux parties. Il y a vraiment la partie compute et la partie service. Je pense que la partie compute, donc juste avoir des serveurs, c'est à moins qu'on ait besoin de scalabilité ou quoi que ce soit, c'est toujours plus rentable d'être sur un on-premise. Mais c'est vrai que tout ce que nous apportent les services qui sont sur le cloud, c'est quelque chose qu'on pourrait, je pense, pas tout le temps avoir en on-premise. Je dis n'importe quoi, mais vous voulez un service de serverless, bah, vous pourrez pas l'avoir on-premise, ça n'a pas d'intérêt. Ou vous voulez pouvoir éteindre vos VM, etc. C'est beaucoup plus compliqué. Alors que sur du service cloud ou même d'autres choses, des notifications, enfin il y a 200-300 services sur AWS, c'est des choses que vous pourriez pas faire on-premise ou alors ça vous demanderait un coût astronomique. Et donc je pense que la partie compute est vraiment souvent plus optimisée, enfin beaucoup moins chère sur du on-prem, mais la partie qualité de service et le fait d'avoir tellement enfin vous êtes dans un magasin de jouets, quoi, il y en a partout, vous pouvez faire la même chose de 15 façons différentes, et ça souvent c'est pas ce qui est le plus cher. De toute façon, souvent sur les clouds, ce que vous payez le plus c'est le stockage et le compute. Tout ce qui est après envoi de mail, tout ça coûte vraiment quasiment que dalle, parce que eux ils font leur marge sur le compute, je pense. Mais du coup, je pense qu'il y aura un monde où on pourrait avoir du on-prem pour le compute, etc. Et après, utiliser des services de cloud pour faire des envois de mail, pour faire du serverless, etc. Je pense qu'il y a peut-être un hybride qui peut se jouer de ce côté-là. Moi, je le vois D'accord. surtout par rapport à la taille de l'entreprise et sa capacité. Oui. Dans le sens où des petites entreprises qui n'ont pas du tout de services informatiques et qui externalisent le développement, en fait, le cloud provider, c'est parfait pour eux parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir des serveurs ou quelqu'un chez eux qui va maintenir l'application. Ils vont avoir besoin de compétences DevOps. Mais pour des petites applications, l'effort de repasser sur soit des serveurs à 100% où il va falloir refaire la configuration à la main, si ça change, etc., ça va être un peu plus complexe. Je trouve que l'effort de faire ce retour en arrière pour une petite application ou pour une entreprise qui n'a pas un énorme budget IT a moins de sens. Mais c'est sûr que pour les grosses boîtes qui on va dire plus de moyens et pour lesquels la facture est de plus en plus grande et de plus en plus élevée, ça vaut le coup de se poser la question de en fait le data center qu'on avait avant, peut-être qu'on va peut-être le réutiliser, quoi. Et la stratégie multi-cloud? Ah, Nathan. Bah, pour moi, c'est une problématique où, encore d'un autre niveau, avant que ce soit une vraie problématique pour tout le monde, il faudra un peu de temps. Mais pour moi, ça répond juste à une chose, c'est que si le cloud provider est entre guillemets en échec, genre ça arrive de temps en temps, Microsoft a un souci, AWS a un souci, et que du coup nos applications on ne peut plus répondre, en fait on va pouvoir facilement switcher sur notre cloud provider, ou on va peut-être avoir du coup des ressources d'un côté mais pas de l'autre, parce qu'on va pouvoir optimiser sur telle ressource de tel provider. Mais ça complexifie grandement l'architecture. Et c'est, j'ai envie de dire, à prendre avec des pincettes, quoi. Faut avoir une vraie raison de le faire. Faut pas le faire parce que c'est sympa d'avoir un peu des ressources partout. Et puis il faut se dire que pour l'instant, les trois grands cloud providers ont la même qualité de service, ont tous les mêmes services. En fait, dès qu'il y en a un qui invente quelque chose, entre guillemets, les deux autres leur copient. Donc en fait, vous n'allez pas avoir quelque chose d'un côté et pas l'avoir de l'autre. Donc oui, à part peut-être optimiser les coûts parce que, je sais pas, sur AWS, c'est moins cher le S3 alors que c'est plus cher sur Azure. Sauf que vous allez perdre toute la simplicité que l'avantage du cloud, c'est que vu que tout est au même endroit, c'est très simple de dialoguer entre les différents services. Ça, vous allez le perdre. Et vous allez peut-être le perdre aussi en réseau, parce que souvent, c'est moins cher. Les appels réseau internes à AWS ou à Azure sont moins chers tant que vous restez dans leur réseau. Et dès que vous sortez de leur réseau, ils vous facturent ça pour vous empêcher de sortir, je pense. Et du coup, en fait, vous allez peut-être pas vous y retrouver si vous essayez d'optimiser comme ça. Sachant que je sais pas ce que vous avez comme avis dessus, mais je crois que moi, j'ai jamais vu vraiment deux services similaires chez deux cloud providers qui avaient une différence de prix énorme. Oui, Non, ils s'alignent.
En Ça général, existe, c'est ouais. c'est toujours équivalent, il y en a toujours un peu plus cher, un peu moins cher, mais c'est pas des ordres de C'est parfois, grandeur qui ouais. vaillent le coup de se dire, bon, on va faire la migration parce que là, 2 centimes, c'est. Ouais, après, souvent, c'est pour le service en question qu'on va y aller, quoi. Mm. Je pense notamment sur Power BI, par exemple, qui, sur la partie data, est quand même un outil qui est un peu leader du marché en ce moment et vers lequel tout le monde veut aller. Effectivement, quand on a les datas sur AWS et qu'on veut l'exploiter avec un Power BI, bah là, potentiellement, il y a une stratégie multi-cloud à avoir. Mais à part des cas hyper particuliers comme ça, c'est pas forcément le truc avec lequel on veut s'amuser, quoi. Après, on a souvent tous du multi-cloud sans le savoir parce qu'en fait, vous avez souvent Teams, Outlook et votre Azure AD sur Azure et vous avez peut-être votre infra sur AWS parce qu'en fait, Microsoft est tellement il n'y a pas d'outils comme Teams ou Outlook sur AWS, mais le fait que des outils comme Teams ou même votre annuaire d'entreprise soient sur Azure fait que vous allez tendre plus facilement à aller sur Azure. Mais pour moi, c'est pas forcément du multi-cloud d'avoir Teams sur Azure. Non, je le vois. Enfin, tant que tu n'as pas de service ou de compute. Tu as souvent l'intra-ID que tu utilises derrière et que tu peux binder avec Cognito. mais- C'est comme si tu utilisais du coup le truc de Google, mais pour Oui. pareil, la gestion de l'utilisateur. Je pense pas que ce soit vraiment du multi-cloud parce que ça a été prévu pour être utilisé vers de l'externe. T'es limite en plus quasiment très peu facturé par l'utilisation de la récupération de l'annuaire de ton intra-ID par exemple. Bon, du coup, on se donne rendez-vous bientôt pour voir si, dans un an, est-ce qu'il y a plus d'on-premise qui reviennent et tout, est-ce qu'il y a une vraie tendance là-dessus. Mais puis on va voir comment les clouds vont évoluer. J'espère que les prix vont pas continuer à exploser. Ouais, il y a de grandes chances que ça Mais- continue. chances que Oui, si, il y a des ça chances baisse que- rarement les prix. Ah bah, une fois que c'est De acté, manière non, générale. généralement Et- non, mais bon, si c'est un peu stable, c'est déjà pas trop. Au début, on parlait des bonnes résolutions et peut-être qu'on aurait dû citer de réapprendre les bases de l'Ops, Ouais, c'est ça. Savoir brancher un serveur et reconfigurer, tout ça. Merci en tout cas pour vos éclairages sur le sujet. On va se finir ce petit podcast avec, comme on démarre l'année, on va pas. Vous avez remarqué pour ceux qui nous écoutent, il n'y a pas notre Java Man aigri, donc on va c'était pas. pour éviter d'avoir de Voilà. l'aigri dans le podcast. C'est ça. Pas dès le début de l'année. Pas dès Non. le début de l'année. Bon, il reviendra peut-être sur le prochain. Nathan, tu vas nous partager un petit coup de cœur. C'est en plus un petit coup de cœur qui est un peu dans la thématique. Faut chercher un peu le lien, mais c'est pas, c'est pas directement évident. Il est loin. Mais globalement, c'est un outil qui s'appelle Dive. Je pense pas qu'il soit très connu, mais qui permet d'explorer nos images Docker pour voir les différentes couches, ce qu'il y a dedans et ce qu'on a fait. Et en fait, l'objectif de cet outil, c'est de voir ce qu'on n'utilise pas et ce qui sert à rien dans l'image Docker pour qu'elle soit la plus légère possible. Et du coup, le lien que je fais derrière, c'est que si l'image Docker est plus légère, Ah en ouais. fait, on va payer moins de choses. Est-ce que Dive t'analyse un peu pour toi ou c'est à toi de faire Il l'analyse y a les deux, mais je te conseille de regarder toi-même. Non, mais ils ont une sorte de score d'efficience parce qu'il y a des mauvaises pratiques dans la configuration Docker qui est assez évidente à remarquer. Ok. Mais après, j'ai envie de dire, c'est comme le FinOps, il n'y a que toi qui sais ce que tu vas Oui. utiliser ou pas, quoi. Bah écoute, je suis un petit peu déçu. Je pensais que tu allais nous parler de Svelte. Peut-être pas dans tous les podcasts, On en reparlera sur un prochain podcast. mais ça reste toujours la meilleure techno. Ah ouais, carrément. Carrément. Plus que Spring Boot, plus que Rust. Rust versus Svelte. Non, c'est pas la même chose. Bon, on reparlera de tout ça sur des prochains podcasts. Merci en tout cas pour le partage de l'outil. Merci à tous pour vos avis. Et puis démarrez bien toute l'année. Merci de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous bientôt avec des nouveaux sujets. Salut, salut. 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 Salut.